sérieuse. مرحبا بكم معنا كاملين. À titre, on va dire, d'introduction, on va un petit peu faire un wrap-up de ce qu'on a vu hier. Nous avons évoqué la disruption numérique. Nous avons aussi parlé des impacts. Nous avons parlé des impacts sur l'entreprise et sur les core business. Nous avons vu hier aussi quelques use cases, quelques retours d'expérience sur l'utilisation des nouvelles technologies. Nous avons eu une vue prémonitoire sur l'intelligence artificielle par l'excellent monsieur Stéphane Mallard. Mais je pense que tout ça a fait qu'on s'est posé quelques questions, je pense. Est-ce qu'on est en sécurité? Est-ce que l'IA est dangereuse? Est-ce que l'IoT va nous poser problème? Est-ce que ça va nous faire perdre notre emploi? Donc il y a des sujets de préoccupation qui ont plus ou moins émergé, mais aussi je pense que ça a surfé aussi sur les nouvelles un peu préoccupantes des dernières années. Les fake news, la cybersurveillance, les leaks, toutes ces thématiques qui font peut-être qu'on doit se poser quelques questions par rapport aux nouvelles technologies, à leur impact sur nous, sur notre éthique, sur nos valeurs juridiques. Donc là, je vais dire, là, le sujet de réflexion principal serait, est-ce qu'il ne serait pas temps peut-être de penser à responsabiliser notre accès à l'information, à responsabiliser notre accès à l'innovation? Je vous laisse y réfléchir. Mais aujourd'hui, nous tâcherons avec nos experts d'avoir un peu plus d'éclaircissement sur la protection des données personnelles, qui est un des thématiques phares de 2018, je pense, avec la sortie de la loi RGDP le 28 mai 2018. Donc avec nos experts, nous allons évoquer un petit peu, on va faire le tour de la question, voir un petit peu l'applicabilité, comment ça se présente, comment on doit faire, quelques retours d'expérience avec nos DSI. Donc sans plus attendre, je vais appeler M. Frédéric Forster, avocat du cabinet Alain Bensoussan, longue expérience dans les NTIC, n'est-ce pas? En Europe, en Afrique et je pense au Maroc. Très, très ancien ami de l'OSIM, vous intervenez souvent chez nous. مرحبا بك. Donc on l'applaudit. Merci beaucoup. Et effectivement, merci de m'accueillir pour cette, je ne sais plus, troisième fois, ça c'est sûr, peut-être 4 fois c'est possible. 4 fois, je pense. Alors bon, 4 fois. Vous m'aurez donc subi 4 fois. Donc je vais essayer de vous parler effectivement d'une actualité qui a été extrêmement intensive en termes de centres d'intérêt, en termes de colloques, en termes de séminaires, et qui a été l'entrée en vigueur du RGPD, donc le Règlement général sur la protection des données personnelles, qui est intervenu le 25 mai 2018, après une période que ce règlement avait laissée aux entreprises, qui était une période de 2 ans pour se mettre en conformité. Inutile de vous dire que personne ne s'est mis en conformité, enfin, sauf les Allemands, sauf les gens pour qui la règle, c'est la règle et la date, c'est la date. Mais enfin, en tout cas en France, par exemple, personne ne s'est mis en conformité. Et quand on a découvert ce que ça voulait dire que de se mettre en conformité avec le règlement, ça a été un petit moment de panique, et ce moment de panique continue d'ailleurs en ce moment, puisque l'autorité de protection des données, notre Commission nationale de l'informatique et liberté, votre Commission nationale pour la protection des données, si on devait faire un parallèle, commence à infliger les premières sanctions pour le non-respect du règlement. Donc les choses commencent à devenir un peu sérieuses et un petit peu concrètes pour les entreprises. Alors je voulais en quelques slides vous dire ce que c'est que ce règlement et surtout partager avec vous cet élément qui est un peu symptomatique pour moi, c'est qu'on me demande de parler du règlement, pas qu'en France, pas qu'en Europe. On me demande de plus en plus souvent maintenant d'en parler aussi en dehors du territoire de l'Union européenne. Et ça montre bien qu'on est là face à une réglementation dont l'objectif est clairement affiché et qui est de devenir une réglementation non pas européenne, mais bien une réglementation internationale. Et quand vous disiez tout à l'heure dans votre introduction qu'il faut se poser des questions, en réalité ce texte est un texte qui a avant tout comme objectif de protéger l'éthique.
Lorsque vous dites qu'il faut qu'on commence à se poser la question de savoir comment on doit accéder aux données et ce qu'on doit en faire, il faut reconnaître que ce règlement est assez peu précis sur les démarches, les formalités à accomplir pour être en conformité avec son contenu. Mais ce règlement, il est principalement fait pour que les entreprises s'interrogent sur, encore une fois, leur comportement éthique. Est-il normal que je fasse avec les données qu'on m'a confiées tout ce que j'ai envie d'en faire? Si j'étais moi-même concerné par l'usage que l'on veut faire de mes données, comment est-ce qu'à titre de citoyen, comment est-ce qu'à titre d'individu, je réagirais? Est-ce que je serais heureux que l'on fasse de mes données ce qu'on est en train d'essayer d'en faire? C'est un peu ça, si vous voulez, le fil directeur de ce règlement. Et quand on nous demande, mais comment je fais dans tel ou tel cas? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Quelle procédure dois-je mettre en œuvre? Est-ce qu'il faut que j'en mette en œuvre une? Je réponds souvent, mais posez-vous simplement la question de l'éthique. Est-ce que vous voudriez qu'on fasse de vos données ce que vous allez en faire? Si la réponse est non, eh bien oui, là, il y a du travail. Là, il faut mettre des garde-fous. Là, il faut commencer à travailler et à réagir. Sinon, ben, faites ce que vous voulez. C'est un peu ça, ce fil directeur, encore une fois. Alors, tenez. Le premier point que je voulais donc voir avec vous, c'était le territoire. Le territoire d'application de ce règlement, on va le voir, je pense, grâce à une carte. Non. Taille. Vous l'aviez emmené pour faire la fête hier soir, lui aussi ou... Oui. C'est l'effet démonstration. Voilà. Merci beaucoup. Donc d'abord le territoire. Le territoire, vous voyez la carte ici d'application du règlement. Et vous voyez que ce règlement, déjà, il ne s'applique pas que sur le territoire de l'Union européenne, parce qu'en réalité, il s'applique sur le territoire de l'Union européenne, plus le territoire de tous les pays qui sont associés à des pays de l'Union européenne. Et ça inclut donc, par exemple, tous les pays du Commonwealth du Royaume-Uni. Alors, se pose maintenant la question, avec la sortie de l'Union européenne du Royaume-Uni, ce qui va se passer, puisque normalement, le règlement ne s'appliquera plus au Royaume-Uni par l'effet du Brexit. Mais le Royaume-Uni a déjà dans les tuyaux une loi nationale qui va en réalité être un copier-coller du règlement, de sorte à ce qu'il n'y ait absolument pas de différence entre l'intérieur, je dirais, de l'Union européenne et l'extérieur. Vous voyez que ça inclut également un certain nombre de pays associés au Portugal, de pays associés à l'Espagne et naturellement de pays associés à la France, avec une petite exception. Cette carte n'est pas tout à fait exacte, puisque vous voyez à droite Wallis et Futuna et la Nouvelle-Calédonie, qui sont effectivement des territoires français, mais dans lesquels le règlement ne s'applique pas, parce que ce sont deux territoires qui ont un statut juridique un peu particulier, notamment la Nouvelle-Calédonie, qui a dans 2 semaines un référendum d'autodétermination. On verra si la Nouvelle-Calédonie sort ou pas du territoire français. Mais au-delà de cette carte, vous avez une disposition dans le règlement, qui est l'article 3, du règlement, qui nous dit qu'il s'applique à tout responsable de traitement ou sous-traitant localisé dans l'Union, jusque-là pas de difficulté, ainsi qu'à ces mêmes personnes, c'est-à-dire des responsables de traitement ou des sous-traitants, même localisés hors de l'Union, si le traitement concerne des personnes physiques localisées dans l'Union, lorsque le traitement est lié à une offre de biens ou de services à ces personnes ou concerne le suivi de leur comportement dans l'Union. Alors là, vous prenez les banques marocaines, par exemple, qui ont toutes des offres destinées, par exemple, aux Marocains expatriés. Eh bien, voilà des Marocains, des ressortissants marocains qui se trouvent localisés dans l'Union et pour lesquels la banque en question a bel et bien une offre qui leur est destinée. Eh bien, la banque marocaine est donc soumise au règlement. Et donc, ce règlement a bien une portée qui est une portée extra-européenne. Le critère désormais de détermination de son territoire d'application n'est plus un critère technique, comme ça pouvait être le cas
par le passé, dans les réglementations précédentes, mais aussi dans votre loi, pour ce qui concerne l'applicabilité de la loi marocaine, le critère, c'était celui d'un équipement technique. Il suffisait qu'un équipement technique soit sur le territoire d'application de la loi concernée pour que la loi s'applique. Il suffisait que la donnée transite à un moment techniquement par le territoire concerné par la loi pour que la loi s'applique. On a abandonné ce critère technique. Pourquoi? Parce que c'était très très simple d'éviter l'application de la loi sur la protection des données. Il suffisait de ne plus avoir d'équipement technique sur le territoire en question. Donc on a bien vu les Facebook, les Google, etc., qui ont essayé. Alors ils ont eu du mal parce qu'ils ont dû quand même laisser de temps en temps quelques équipements sur le territoire de l'Union européenne parce que leurs clients, du coup, n'étaient pas du tout d'accord pour que leurs données puissent partir aux États-Unis sans aucun contrôle. Mais enfin, ils ont quand même essayé de déménager leurs centres serveurs pour les localiser en dehors du territoire de l'Union européenne pour faire en sorte que les lois antérieures ne s'appliquent pas à eux. Désormais, ce n'est plus le critère technique, c'est donc celui de la localisation des personnes qui est important. Et vous pouvez vous retrouver, et ça a été mon cas avec une entreprise suisse, un très gros assureur suisse. La Suisse étant entourée de pays de l'Union européenne, la Suisse n'est pas dans l'Union européenne, mais elle est entourée de pays appartenant à l'Union européenne. Vous voyez, c'est la petite tache blanche dans la zone bleue, la Suisse. Et il y a beaucoup de frontaliers qui viennent travailler en Suisse. Et ces frontaliers, quand ils travaillent en Suisse, ils doivent souscrire à un certain nombre d'assurances obligatoires. L'assurance maladie, l'assurance chômage, etc. Et donc cet assureur, il a dans sa clientèle un certain nombre de ressortissants de l'Union qui sont localisés dans l'Union, c'est-à-dire qui sont ressortissants de l'Union, habitent sur le territoire de l'Union européenne. Et donc le règlement s'est appliqué à cet assureur, avec une position schizophrénique pour lui, qui était de se dire, est-ce que je dois appliquer la loi suisse, parce qu'il y a une loi suisse sur la protection des données, aux Suisses, et le règlement uniquement aux Européens, ce qui veut dire qu'elle avait une double conformité à mettre en place, ou est-ce que j'applique le règlement à la totalité de mes clients, y compris aux Suisses, en partant du principe que le règlement représente le dernier état de l'art en matière de protection des données. C'est la réglementation la plus aboutie pour l'instant. Et cet assureur a fait le choix de dire on va appliquer le règlement pour tous mes clients. Qui peut le plus, peut le moins. Si j'applique le règlement pour tous mes clients, il est évident que mes Suisses ne pourront pas me le reprocher parce que de toute façon, je serai éthiquement, réglementairement, beaucoup plus contraint et conforme que si je ne fais qu'appliquer la loi suisse. Et il en a tiré un avantage compétitif, c'est-à-dire qu'il a communiqué. Disant, moi je suis, c'est nous qui lui avons fait sa mise en conformité, alors je suis très content de l'avoir fait, mais il a communiqué derrière en disant, mais je suis le premier et le seul assureur suisse conforme au règlement. Et il a vu le nombre de ses clients augmenter. Parce que c'est un vrai gage de confiance. Là, les clients se disent, ah oui, effectivement, bon, ben voilà, des gens qui ne feront pas n'importe quoi avec mes données. Sachant que vous savez qu'en Suisse, il y a en ce moment un débat, là, il y a un référendum, je crois, d'initiative populaire, je crois, qui aura lieu ce week-end, sur la possibilité pour des détectives privés de faire des enquêtes sur les assurés pour vérifier que ces assurés ne fraudent pas. En Suisse, ils sont un peu bizarres, hein, quand même. Bon, voilà. Inutile de vous dire que le règlement, il n'autorise pas ça. Hein. Donc là, voilà. Donc, vous voyez déjà que le règlement, c'est un truc bizarre. Ça ne s'applique pas que sur le territoire de l'Union européenne et ça peut donc s'appliquer chez vous. Qu'est-ce que c'est ce règlement? Retenez peut-être 2-3 choses. La première chose, c'est un texte qui n'est pas très volumineux, 99 articles. Ce n'est pas très volumineux parce que la loi française, c'était 70 articles, quelque chose comme ça. Votre loi, ça doit être 50 ou 60 articles. Ce n'est pas énorme, hein, le règlement. Ce n'est pas énorme parce que c'est surtout beaucoup de principes. Ça ne vous dit pas comment faire, c'est beaucoup de principes. Mais c'est surtout 416 obligations. 416 obligations diverses, de toute nature. Et là, pour le coup, la marche à franchir pour être conforme au règlement est considérable par rapport aux obligations que l'on peut identifier dans les textes plus anciens. La route de la mise en conformité, c'est une route qui passe par, alors chez nous, hein, au cabinet, c'est une route qui passe par la mise en place de 20 étapes différentes. Il faut franchir ces 20 étapes, mettre en place une politique générale de protection des données, nommer un délégué à la protection des données, réaliser une cartographie légale de ces traitements, mettre en place des registres d'identification de tous les traitements, revoir les contrats, les mentions obligatoires,
travailler sur la durée de conservation des données, mettre en place les nouveaux principes qui sont la protection dès la conception, la protection par défaut, le principe d'accountability, je vais faire un petit focus là-dessus dans 2 minutes, faire des analyses d'impact pour tous les traitements qui pourraient avoir des conséquences sur la vie privée, mettre en place une procédure de notification des failles de sécurité dans son système d'information, former les personnes, respecter le droit des personnes, bref, c'est franchir toutes ces étapes au moyen de procédures, de méthodologies, d'outils. C'est ça qui vous permet de vous mettre en conformité avec le règlement. Alors chez nous, c'est 20 étapes. Si vous prenez les Anglais, c'est 12 étapes. Si vous prenez la CLIN, c'est 6 étapes. Mais c'est évidemment toujours les mêmes thématiques qui sont adaptées, qui sont adressées. C'est la granularité après qui dépend de chacun. Donc si vous allez sur le site de la CNIL, par exemple, pour regarder ce qu'elle dit, vous verrez effectivement qu'il y a 6 étapes, mais dans ces 6 étapes, vous allez retrouver exactement les mêmes choses. Quelques principes clés, certains sont anciens, d'autres sont tout à fait nouveaux. Le principe de la licéité, c'est-à-dire que je ne peux pas faire un traitement de données à caractère personnel si ce que je fais de ces données est illicite. Ça paraît assez évident, mais voilà, je ne peux pas collecter des données, par exemple, sur les condamnations pénales des personnes quand je ne suis pas un avocat, un juge ou une profession pour laquelle, effectivement, le fait de ne pas avoir de casier judiciaire est une condition d'éligibilité à cette profession. Ça, c'est la condition de la licéité. La transparence, ça, c'est une condition tout à fait nouvelle. Pas tellement dans son principe, mais dans sa manière de faire. Vous verrez, si vous vous intéressez à ça, si vous avez peut-être été concerné par ça, le 25 mai 2018, en recevant, comme nous avons été victimes de ça le 25 mai, on a reçu des quantités astronomiques de SMS et de mails de plein d'entreprises qui d'un seul coup mettaient à jour leur politique de confidentialité. Vous verrez que les clauses d'information des personnes sur le sort des données et sur ce que l'on fait sont devenues des clauses beaucoup plus volumineuses qu'avant, en raison de ce principe de transparence qui impose que l'on dise vraiment absolument tout ce que l'on fait des données. Ça veut dire qu'il faut prévoir également toutes les finalités, c'est-à-dire imaginer au moment où on rédige la clause tout ce que l'on va faire aujourd'hui, demain et dans le futur à partir des données que l'on collecte. Donc c'est un vrai travail d'anticipation et tout ce qu'on n'a pas écrit, tout ce qu'on n'a pas décrit dans la clause est illicite au motif que ce n'est pas transparent. Autre principe que l'on connaissait déjà, c'est celui de la loyauté. Je ne collecte pas des données en disant que je vais en faire ceci et cela pour en faire autre chose que ce que j'avais dit. Celui-là, on le connaissait bien. Minimisation, c'est un principe nouveau. Je ne dois pas collecter plus de données que ce dont j'ai réellement besoin. On ne collecte pas des données au cas où. Des fois qu'un jour, je pourrais éventuellement en avoir besoin. De la même manière, c'est toujours le principe de minimisation, je ne garde pas des données dont je n'ai plus besoin. Dans un infocentre, par exemple. Fini ça. Le marketing qui va piocher bloum dans un gigantesque infocentre pour aller toutouiller les données qui ne sont pas anonymisées parce qu'il en a besoin d'un seul coup pour lancer une offre. Je n'ai plus besoin d'une information et l'infocentre n'est pas une finalité licite. Je n'ai plus besoin d'une donnée, je la supprime. Le principe d'accountability, celui-là, c'est peut-être l'un des principes les plus importants. Jusqu'à présent, la logique en matière de protection des données et de conformité à la protection des données, c'était une logique déclarative. Je déclare les traitements que je réalise auprès d'une autorité de protection des données et le fait de déclarer ce que je fais rend mes traitements licites. À charge pour l'autorité de protection de vérifier qu'effectivement ce que je fais est conforme à mes déclarations. Mais la preuve de ça, de démontrer que ce que je fais est conforme aux déclarations, elle pèse sur les épaules de l'autorité de protection. Avec le RGPD, on renverse les choses. C'est plus à l'autorité de protection de faire la preuve de la licéité et de la conformité. C'est à l'entreprise d'être en mesure à tout moment de démontrer qu'elle est en conformité. C'est elle qui désormais est comptable de cette conformité. Elle est débitrice de la preuve de la conformité. Ça veut donc dire qu'une autorité de protection sous l'empire du RGPD peut à tout moment s'adresser à une entreprise en lui disant « Envoyez-moi maintenant, tout de suite, la copie de tout ce que vous avez fait, de tous les documents que vous avez produits, de toutes les clauses que vous avez mises en place et qui démontrent que vous êtes conforme au règlement. J'attends. »
Et ça, c'est pas latin non plus hein, dans la manière de faire. C'est très anglo-saxon, ça. C'est pas du tout dans les habitudes des entreprises, en tout cas en Europe, ou d'une partie de l'Europe, de se préconstituer son dossier de conformité. Et c'est pourtant l'une des obligations majeures du règlement. Et puis ensuite, on a le principe de finalité qu'on connaissait déjà effectivement depuis longtemps et qui était que je ne fais des traitements que pour des finalités, que pour des objectifs que j'ai annoncés et qui sont eux-mêmes des objectifs licites et loyaux, avec la durée de conservation des données qui ne peut pas dépasser, ça va avec le principe de minimisation, les besoins que j'ai. L'exactitude, la sécurité qui est le sujet d'aujourd'hui, sur lequel le règlement revient, mais pas tellement, pas tant que ça. Il en parle naturellement parce que c'est un des enjeux évidents de la protection des données à caractère personnel, mais il n'en parle pas en des termes très différents de ceux qui étaient employés jusqu'à présent par les législations nationales ou par la directive européenne de 1995 que le règlement a annulé et remplacé. On retrouve évidemment l'obligation d'assurer la sécurité des données, d'assurer la confidentialité des données, d'assurer cette sécurité au travers de moyens de sécurité d'accès physique, aux moyens de mesures de sécurité d'accès logique, mais il n'y a pas de grande révolution. Les droits des personnes sont un peu renforcés. Retenez juste, sinon je vais être vraiment beaucoup trop long, qu'on voit deux nouveaux droits s'ajouter à ceux qui existaient. C'est à droite le droit à l'oubli, c'est-à-dire le droit qu'a toute personne d'exiger que les données que vous avez collectées sur elle soient effacées. Oubliez-moi, je ne veux plus que vous me suiviez, je ne veux plus que vous ayez des données me concernant, c'est terminé. C'est plus loin que le droit à l'effacement. L'effacement, c'était, j'anonymise les données par exemple, c'est-à-dire que je coupe le lien entre des données que j'avais et la personne qui était en quelque sorte titulaire de ces informations. Je coupe le lien, j'efface donc ce lien, mais je conserve la donnée. Le droit à l'oubli, c'est plus loin, c'est je coupe le lien avec la personne, mais je détruis la donnée. Je n'ai plus rien, plus aucune trace. Cette personne et les données associées à cette personne ne sont jamais passées par mon système d'information. C'est un peu ça que ça veut dire. Donc c'est un droit qui est beaucoup plus poussé que le droit à l'effacement. Et le droit à la portabilité, qui est le droit désormais de toute personne de demander à ce que ces données puissent être communiquées par une entreprise A à une entreprise B, l'entreprise A devant fournir ce service de portabilité de la donnée gratuitement, au moyen d'une extraction de ces informations dans un fichier évidemment lisible par tous et donc dans un format standard. Alors en termes de charges pour la mise en conformité au règlement, vous avez ici une estimation de ce que ça signifie. La mise en conformité, c'est 30% d'outils, c'est 20% un peu de stratégie juridique au travers notamment des contrats qu'on met en place et au travers des clauses que l'on va rédiger, c'est 20% de procédures juridiques, des méthodologies, des process internes. C'est 20% du travail de cartographie, de photographie de tous les traitements qu'on a, pour chacun des traitements, toutes les données que j'ai, ce que j'en fais, la durée pour laquelle je les garde, etc. Ça, c'est la cartographie. Et puis, c'est 10% d'organisation. C'est 10% d'organisation parce qu'on va nommer un délégué à la protection des données, parce que ce délégué, il va avoir des obligations, que ces obligations, il faut qu'il soit mis en mesure de pouvoir les exercer, ce qui veut dire mettre en place des comités de la protection des données et ce genre de choses. Dernier point peut-être, parce que c'est un sujet qui était associé dans ma thématique à la protection des données, c'est le Cloud Act. Je ne sais pas si certains d'entre vous en ont déjà entendu parler. Ce Cloud Act, c'est donc une disposition de la législation américaine qui permet, dans certaines conditions, d'accès aux entreprises, aux autorités américaines d'accéder à des données à caractère personnel, même lorsqu'elles sont en dehors du territoire des États-Unis. Donc ce Cloud Act, il vient compléter un certain nombre d'autres dispositions légales qui étaient un peu de la même inspiration, si vous voulez, mais qui ne concernaient pas le même objet. Ici, le Cloud Act, c'est la lutte contre le terrorisme. En tout cas, c'est le but avoué.
Les autres procédures qu'il complète avaient d'autres finalités, même si derrière c'est toujours le terrorisme. Hein. Vérifier les opérations fiscales, vérifier les opérations comptables, c'est toujours pour être sûr qu'il n'y a pas de l'argent sale qui circule et pour être sûr que tout ça ne permet pas de financer le terrorisme. Donc c'est une loi qui s'applique aux entreprises américaines et qui s'impose aux entreprises américaines qui sont fournisseurs de services de communication électronique, donc les opérateurs de télécom, ou des prestataires d'hébergement informatique, et qui s'applique à eux à la demande des autorités américaines, même si les données sur lesquelles les requêtes vont être faites sont situées hors du territoire américain. Donc ça peut très bien concerner un opérateur américain qui aurait des activités ici, ou une entreprise américaine, il y en a quelques-unes dans la salle, qui aurait des activités en dehors du territoire américain, avec des données qui se situeraient, par exemple, effectivement, au Maroc. Donc, la personne qui peut demander à actionner le Cloud Act, c'est une autorité judiciaire, un organisme fédéral, un organisme étatique, dans le cadre d'une procédure pénale. Celui qui est requis de donner les données, c'est donc une société américaine, fournisseur de services de communication électronique ou un prestataire de services d'hébergement. Le texte n'est pas clair sur les sociétés étrangères qui sont éventuellement cotées aux États-Unis. Est-ce que le texte s'applique à elles aussi? Mais donc c'est une société américaine aux États-Unis ou en dehors des États-Unis, avec comme données concernées celles que vous avez ici, des données de souscription, de contrat par exemple, des données de connexion santé, ce serait mieux, et les métadonnées associées à ces données de connexion. Donc ça, c'est bien les données que recueillent et collectent les opérateurs de télécom, mais c'est aussi le contenu des messages échangés. Donc ça peut être le contenu de boîte mail, ça peut être le contenu de SMS échangés entre deux personnes et qui ont transité à un moment par les mains d'une société américaine du type de celle qu'on a vue. Et ça s'oppose au RGPD. Ça s'oppose clairement au RGPD. Donc là, on a un vrai conflit entre le règlement à l'article 48, vous l'avez ici, et puis le Cloud Act. Donc on verra comment tout ça va se régler, parce que le problème du RGPD, c'est qu'il est entré en application le 25 mai de cette année. On n'a évidemment aucun recul aujourd'hui sur la manière dont les autorités de protection des données vont effectivement l'appliquer. C'est pour ça qu'on attend avec beaucoup d'impatience les premières décisions qui vont être prises, et peut-être y en aura-t-il un jour sur l'application du Cloud Act, mais là, ça fera l'objet d'une bataille importante. Voilà, rapidement, quelques éléments sur le règlement. Je vous repasse la parole. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je pense que vous avez probablement beaucoup de questions. Je vais vous demander de les garder au chaud. On va essayer de voir un petit peu les autres aspects de la loi, tout ce qui va autour, et on vous proposera une longue séance de questions-réponses par la suite. Ça vous va? Très bien. Donc, merci beaucoup, Monsieur Foster. On a vu un petit peu les principaux éléments de la loi. On a vu aussi qu'il y avait des contradictions et qu'il n'y a que le futur qui va peut-être éclaircir tout ça. Alors, notre prochain intervenant, c'est Monsieur Ali Azzouzi. Je pense qu'on le connaît bien. Il est directeur général de Data Protect, un des acteurs majeurs, on va dire, de référence du marché de la sécurité au Maroc. Vous êtes aussi président du chapitre marocain de l'Association internationale de lutte contre la cybercriminalité et président de la commission de confiance numérique de l'APEBI 2012. Vous êtes expert, auteur et partenaire fidèle de l'OSIM. Vous allez nous parler aujourd'hui des défis politiques quant à la collecte des données. Donc, je vous donne la parole sans plus attendre. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette introduction. Alors, on va parler des défis politiques de la protection des données. Et vous allez voir, d'entrée de jeu, vraiment, on va parler de la gouvernance des données, tout simplement. Vous allez voir qu'il y a des enjeux en termes de domination et des enjeux en termes de souveraineté. Au lendemain du 11 septembre, je lisais un article dont je me souviens toujours, dans un journal, Le Monde diplomatique pour ne pas le citer. Il précisait que les États-Unis avaient un projet d'avoir 80 pages d'informations sur chaque citoyen du monde. En 2014, je lisais un article sur Internet par hasard.
c'est par rapport à un citoyen autrichien, communauté européenne, qui a gagné un procès contre Facebook. Le procès consiste à récupérer toutes les données que possédait Facebook sur cette personne-là. Il a gagné le procès, on lui a envoyé un rapport de 1200 pages. J'ai fait tout de suite la corrélation entre les deux pages. Comme le cerveau humain, il fait plus de 10 millions, milliards de connexions par seconde, tout de suite, j'ai fait le lien et je me disais, ah ben les États-Unis, ils n'ont même pas, enfin ils ont dépassé de loin leur objectif initial d'avoir juste de 80 pages d'informations. Ils ont maintenant plus de 1200 pages. Et le gars, il avait une vie sur Facebook, je pense, c'est même Marimond, de 2 ans. Et surprise, il a même trouvé dans le rapport des informations qu'il avait supprimées depuis longtemps. Juste pour introduire un peu le sujet, pour que vous puissiez savoir de quoi on parle. Il y a des statistiques, en tout cas c'est des statistiques qui datent de 2016, je suis sûr et certain, si on met à jour cette statistique, ça dépasse de loin ce que vous avez en face. Le temps numérique qu'on consacre aux GAFA, donc Google, Apple, Facebook et Amazon, c'est plus de 55% de notre temps numérique. Juste pour vous dire que ces sociétés-là sont entrées dans notre vie quotidienne, qu'on le veuille ou non, on fait partie de cet univers-là de GAFA. Ils ont remplacé les compagnies pétrolières dans les top 10 des premières capitalisations boursières. En 2006, regardez à votre gauche, il n'y avait que Microsoft dans les top 10 des capitalisations boursières dans le monde. En 2017, et aujourd'hui c'est encore pire, d'un point de vue, on va dire, la place en termes de ces GAFA-là par rapport au reste, là on parle quand même de 7 sociétés high-tech qui font partie des top 10 des capitalisations boursières. Cette année, une société comme Amazon, elle a dépassé les 1000 milliards de dollars. Pour vous donner une petite idée, ça a dépassé le PIB d'un pays comme l'Arabie Saoudite. Si Apple était un pays, elle ferait partie du G20. Et vous allez voir un peu plus tard dans ma présentation comment aujourd'hui on traite ces GAFA-là, enfin les pays, etc., qu'il y a effectivement derrière un véritable projet politique. Elles sont un peu partout. À force d'acheter des sociétés start-up, je dirais spécialisées dans un certain nombre de domaines, aujourd'hui elles sont dans les télécoms, dans la santé, dans le détail, dans l'énergie, dans le transport, dans la finance, dans le divertissement, l'industrie de divertissement, dans la mobilité, le transport, etc. etc. Aujourd'hui, une société comme Google, je pense, elle a plus d'informations sur un pays qu'en tout cas par rapport à des autorités même des fois du pays dont il est question. LinkedIn, par exemple, je suis sûr et certain, elle a plus d'informations sur l'évolution du marché d'emploi au Maroc, probablement que notre ministère de l'Emploi. C'est une réalité et c'est aujourd'hui, effectivement, c'est quelque chose avec lequel il va falloir dealer. Ils sont vraiment dans plusieurs secteurs et ils ont une vision plutôt de 300 degrés par rapport, je dirais, aux différents secteurs. On en arrive là. Google connaît mieux les clients de banque, des assurances, etc. par rapport que je dirais les sociétés dont il est question. Comme je viens de dire, à force de rachat des startups promoteuses, les 4 géants du web ne cessent de monter en puissance et en compétence. En fait, derrière, c'est effectivement, il y a cette question-là de souveraineté. D'accord ? La souveraineté à l'heure des big data est une question majeure. Les États, les institutions pris de court par cette révolution peinent à affirmer l'application de leurs normes nationales dans le cyberespace. C'est d'ailleurs de ce qu'on parlait tout à l'heure. Le RGPD, c'est une réponse par rapport à cette hégémonie, par rapport à cette prédominance. Et on a l'impression que, quelque part, en tout cas dans de nombreux pays, le débat est déjà clos. Et il y a même ceux qui disent que
c'est le code qui est la loi. C'est vraiment entre ces allers-retours entre la technologie et le monde juridique, on va dire, et la législation, il y a quand même, je dirais, cette dominance et cet aussi aspect, je dirais, d'hégémonie dont réjouit un certain nombre d'acteurs internationaux dans le secteur et qui font passer un certain nombre de choses. Et on le voit ça dans la blockchain, dans un certain nombre de choses, etc. Cette question de souveraineté se pose alors en nous disposant, effectivement. C'est une question, on va le voir un peu plus tard. Aujourd'hui, un pays comme le Danemark, il a même décidé d'avoir un ambassadeur au numérique. D'accord? Ils se disaient, ben, écoutez, ces géants-là, on discute avec eux, on négocie avec eux, qu'on le veuille ou non, ils sont autour d'une table et on essaye de négocier avec eux, ben, autant aller des traités avec eux. Ils les considèrent comme étant non seulement des puissances économiques, mais aussi, elles remplacent quelque part les États. D'accord? Et donc, d'ailleurs, ça a fait un boom dans la sphère du monde diplomatique. C'est la première fois qu'un pays nomme un ambassadeur au numérique. Il disait même, on va le voir un peu plus tard, il dit dans l'avenir, probablement, nos relations avec Google, ils seront au même titre qu'un pays comme la Grèce. Voilà. C'est parce que ces sociétés-là, ils font partie intégrante de notre écosystème, de notre économie, de ces questions d'avenir, bah, autant vraiment d'avoir une approche assez pragmatique et de délai avec eux dans le cadre, je dirais, d'un ambassadeur, d'un poste d'ambassadeur au numérique. Et je pense qu'il y a pas mal de pays qui vont suivre cette expérience-là. Les géants d'Internet s'octroient même un rôle de régulateur privé. Hein. Aujourd'hui, Twitter régule les messages haineux. Google statue sur le droit à l'oubli. Apple décide de ce que doit connaître le FBI des attaques terroristes et de leurs conversations durant la préparation des attaques. On a vu quelques, d'ailleurs, exemples concrets. Vous connaissez la fameuse appareil de la commande vocale Alexa d'Amazon. Il y a eu un homicide aux États-Unis et le FBI n'arrivait pas vraiment à décortiquer un peu ce qui s'est passé. Et je dirais là, dans le lieu de crime, il y avait cet appareil Alexa. Vous savez, Alexa, quand vous dites Alexa, elle répond. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ben, tout ce que vous dites, elle vous entend, tout simplement. D'accord? Si elle vous répond, ça veut dire qu'elle vous entend. Alors maintenant, ce que vous dites, il est où? Il reste où? Etc. C'est une grande question. Et le FBI, il a obligé Amazon à ce qu'il puisse accéder à toute la conversation qui a eu lieu avant l'homicide. Donc il y a eu un débat juridique. Amazon ne veut pas lui donner. Au même titre d'ailleurs, Apple. Hein? Donc vous vous rappelez l'affaire d'attaque et il voulait vraiment récupérer des informations, etc. C'est-à-dire aujourd'hui, une société comme Apple, nous avons tous pratiquement un iPhone. Avant, pour s'authentifier, on pouvait vraiment utiliser notre empreinte digitale. Aujourd'hui, avec iPhone X, c'est carrément de la reconnaissance faciale. Ces données-là, avant, ce n'est que les États qui les avaient. Et le pire encore aujourd'hui, c'est qu'ils bypassent les États. Ils ont demandé à personne. Autorisez-nous à récupérer la reconnaissance faciale de vos citoyens, l'empreinte digitale, etc. La masse d'informations qu'ils ont, c'est énorme. Le big data avec la géolocalisation, etc. Et donc vraiment, ça les met de facto en situation vraiment assez hégémonique, si j'ose dire, pour pouvoir vraiment discuter, négocier, etc. De telle sorte aujourd'hui, vraiment, on parle de soft power de ces GAFA. Vraiment, c'est le soft power des États-Unis actuellement, c'est vraiment ces acteurs de GAFA. Certaines même remplacent les gouvernements dans leurs prérogatives, comme l'initiative de Facebook avec son projet Internet.org. Hein, Internet.org, aujourd'hui, c'est plus de 130 millions d'utilisateurs d'Internet gratuitement en Afrique, notamment avec ce projet-là de Internet.org de Facebook. Voilà, ce prétexte effectivement de réduire le problème de la fracture numérique. Effectivement, donc il y a ces initiatives-là. Ils sont allés encore plus loin. Ils ont aujourd'hui un projet, les GAFA, qui s'appelle Sistine Institute. C'est de ville-nation flottante.
c'est trouver quelque part un territoire qui échappe au contrôle des États pour pouvoir effectivement faire aboutir leurs projets et échapper au contrôle de la souveraineté étatique. Donc cette question que je disais tout à l'heure de gouvernance des données et de souveraineté numérique, c'est une question extrêmement cruciale à laquelle il va falloir apporter des réponses dans les prochaines années. Les GAFA commencent à être reconnus, non seulement, comme je disais tout à l'heure, des entités économiques, mais des puissances politiques. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, le Danemark, ils ont décidé de nommer un ambassadeur au numérique pour établir des dialogues avec les plus grandes multinationales. Le ministre des Affaires étrangères disait, je cite, « Nous allons continuer à cultiver nos relations avec d'autres pays de la manière habituelle. » Il continue pour dire « Mais nous devons avoir des liens plus étroits avec ces entreprises qui nous affectent. Elles sont devenues une sorte de nouvelle nation et nous devons nous confronter à cela. Dans le futur, nos relations bilatérales avec Google seront aussi importantes que celles que nous entretenons avec la Grèce. » Fin de citation. Donc sur ce, je vous remercie pour votre attention et je souhaite une excellente matinée. Merci, Si Ali. Merci beaucoup. Je vais appeler professeur Bental Bioussef. Professeur, vous êtes président du CMRPI, donc du Centre marocain de recherche polytechnique et innovation, professeur à l'université Ibn Tufayl à Kenitra, titulaire d'un doctorat sciences mathématiques et informatiques à la faculté des sciences de Rabat, directeur de la campagne nationale de lutte contre la cybercriminalité et directeur de la campagne nationale Maroc Cyberconfiance. Autant dire qu'avec vous, on va faire le tour. En tout cas, marhaba bik, vous allez nous parler des défis majeurs de protection et de collecte des données par rapport à une thématique un chouïa plus différente, l'IoT, c'est ça? Exactement, c'est l'IoT c'est l'IoT et l'intelligence artificielle. Très bien. Donc, merci Wassila, merci beaucoup. Donc, merci à Ozim aussi d'avoir en fait pensé à réfléchir d'ailleurs à organiser les assises sur le numérique, c'est intéressant. Bon, donc je vais essayer dans ma présentation de me prolonger un tout petit peu dans l'avenir pour présenter quelques défis qui sont relatifs, certainement, ce n'est pas juridique, mais ce sont des défis qui sont liés directement à la technologie. Donc, je vais commencer d'ailleurs par un constat que je vois intéressant de le dire, c'est que peut-être aucun arsenal juridique ne peut pas être en avance par rapport à la technologie. Quoi qu'on met comme arsenal juridique, donc la technologie va être toujours en avance et va dépasser énormément toutes les lois, toutes les législations qui sont mises sur place. Et on va penser à chaque fois à des amendements et je vais démontrer ceci. Donc, je vais revenir avec vous sur deux cyberattaques qui ont marqué l'humanité, que je vois intéressant de les rappeler, pour deux raisons, on va les voir. La première cyberattaque, c'était en 21 octobre 2016, lorsque une attaque de type données de service a pu paralléliser le site d'Amazon, Twitter et une grande partie en fait, de sites en Europe. Mais ce qui est important par rapport à cette attaque, c'est que c'est pour la première fois que les cybercriminels ont pu attaquer des sites via des caméras de surveillance. Ça, c'est important. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont exploité les vecteurs de caméras de surveillance pour pouvoir attaquer ces sites-là. Et c'est à vous, en fait, et à nous aussi, d'imaginer l'impact, ou bien de voir l'impact de paralléliser de tels sites d'Amazon, Twitter, etc. Ça, c'est la première, en fait, cyberattaque que je voulais rappeler. La deuxième, c'est en 2017, c'est toujours le vendredi, je ne sais pas, ce facteur commun. Hein, c'est toujours le vendredi, c'est le week-end. Mais ce qui est important, c'est que le dernier ransomware qui a touché
je sais très bien que certainement vous êtes au courant, qui a touché 150 pays par le ransomware, c'est-à-dire la prise en otage de données. Et il a infecté pas mal de secteurs, énergie, banque, etc. Mais c'est pour la première fois qu'une telle cyberattaque a touché le secteur de la santé. Donc, deux leçons à tirer là. La première, c'est que les cybercriminels ou bien la cybercriminalité commencent à exploiter la nouvelle technologie, à savoir les objets connectés. Et la deuxième chose, c'est que la cybercriminalité n'a pas de limite. Elle peut coûter même des vies. Donc, à mon avis, il faut distinguer deux parties en fait, de l'histoire en fait, de la cybercriminalité. La première, c'est avant l'IoT, ça veut dire avant l'Internet des objets connectés et avant l'intelligence artificielle. On parlait souvent des dégâts économiques. Mais après l'IoT, après l'intelligence artificielle, la cybercriminalité peut menacer des vies. Donc, imaginons par exemple la prise en otage ou bien de contrôle des voitures connectées ou bien la prise en otage de contrôle en fait, des blocs opératoires. On sait très bien qu'aujourd'hui, pas mal d'opérations sont faites à travers la robotique, à travers le robot. Donc, il est important de dire qu'aujourd'hui, c'est une question de la cybercriminalité, c'est une question qui peut être traitée autrement et d'une urgence en fait particulière parce que ça peut coûter vraiment de vie grâce à l'intelligence artificielle et grâce aussi à l'IoT. Donc, la question qu'on se pose, est-ce qu'aujourd'hui on produit un maximum en fait, un maximum d'outils, un maximum en fait de technologies? Est-ce qu'on peut toujours rester, est-ce qu'on peut toujours continuer à maîtriser la sécurité des objets connectés? Ça, c'est une question quand même auquel il fallait répondre. Donc là, je vais parler des défis. J'ai présenté en fait quelques défis, ou bien je vais présenter quelques défis qui sont liés à la protection des données. Parce qu'à mon avis, la protection en fait, de données passe par la protection, déjà la cybersécurité, ou bien la protection sur Internet, passe par la protection des données, c'est l'élément fondamental. Et le premier défi, c'est le big data. Donc, mon collègue Zuzi, il a parlé du big data et le flux d'informations, ou bien la quantité d'informations qui est collectée aujourd'hui. Il faut rappeler qu'aujourd'hui, on produit les données d'une manière en fait à ce que nous avons produit aujourd'hui des données plus que ce qui a été collecté depuis en fait l'humanité qui a existé, et ça va se multiplier. Et les statistiques montrent que d'ici en fait dans l'avenir, on va dépasser 50 fois ce que nous avons déjà collecté par rapport aux données. Donc ça, c'est un défi. C'est comment gérer une telle masse de données, comment sécuriser une telle masse de données. La deuxième chose, c'est la technologie, à savoir l'intelligence artificielle, les objets connectés, bien sûr. Donc, les objets connectés, il faut compter aujourd'hui qu'il y a à peu près 23 milliards en fait, d'objets connectés qui communiquent, qui collectent et qui reproduisent les informations et les données. Mais il faut quand même noter que d'ici 2025, d'après les statistiques ou bien les prévisions, peut-être le chiffre il va atteindre les 75 000 milliards d'objets connectés. Ça veut dire que c'est une masse de données qui est en plus générée. Donc, un des défis, c'est un défi technique. Donc ça, il faut le dire, au-delà de l'arsenal juridique, c'est un défi technique. Si on revient, par exemple, sur une étude qui a été faite par HP sur des objets connectés, donc les plus en fait utilisés jusqu'à maintenant, donc il a été constaté que 9 parmi 10 objets connectés stockent les données personnelles des utilisateurs, donc ils les stockent. Donc 7 sur 9 ne chiffrent pas les données qui sont transférées sur le réseau, donc c'est-à-dire qu'il n'y a aucun protocole de chiffrement. 6 parmi 10 proposent des interfaces qui sont vulnérables, qui permettent en fait d'attaquer directement l'objet.
Et finalement, 8 parmi 10 des objets connectés ne supposent aucune restriction par rapport, aucune restriction de sécurité par rapport à ces objets-là, à savoir le mot de passe par exemple. Donc, il y a quand même des objets connectés qui permettent d'introduire le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, etc. Donc, ça c'est d'une part. D'autre part, c'est très difficile aujourd'hui de sécuriser toutes les données. Donc, la classification des données, c'est un défi aussi important. Donc, il faut classer les données. Les méthodes en fait, de classification, de data mining classiques, c'est avéré qu'ils sont incapables aujourd'hui de classifier les données. Donc, il fallait passer quand même à des approches mathématiques et de probabilité pour pouvoir classifier les données d'une manière en fait, plus efficace. Donc un autre défi, c'est l'identité numérique. Donc aujourd'hui, on parlait des données personnelles, mais grâce à l'intelligence artificielle et grâce aussi à l'ingénierie sociale, donc aujourd'hui, on n'a pas besoin des données numériques directement. On n'a pas besoin de nom ni de date de naissance, mais à partir de la collecte des données, via les blogs, via les réseaux sociaux, avec le croisement des données avec l'intelligence artificielle, on peut former carrément une identité numérique d'une personne sans faire appel à son nom, ni à son prénom, ni à je ne sais pas quoi, sa date de naissance. Donc l'identité numérique, donc j'appelle ici le juriste quand même à revoir cette façon de définir l'identité numérique et identifier une personne directement ou bien indirectement avec l'intelligence artificielle. Vraiment, c'est un défi. Donc, généralement, je pense que la protection des données, ça passe par la protection des données dans son cycle de vie, c'est-à-dire depuis la production jusqu'à la manipulation, tout en passant par le stockage jusqu'à la destruction. Donc, protéger la donnée, le défi majeur, c'est pouvoir en fait protéger ces données-là dans tout ce cycle de vie et à chaque fois. Donc, il s'agit en fait de mettre les mesures nécessaires pour pouvoir sécuriser la donnée. Donc, en termes de production, donc aujourd'hui dans les laboratoires en fait d'innovation et les laboratoires de recherche, on est en train de penser et réfléchir quand même à fabriquer le maximum d'objets connectés possibles avec les imaginations vraiment dans l'avenir, un prolongement dans l'avenir de beaucoup d'idées pour pouvoir tout mettre connecté. Donc, mais le souci qu'il a, c'est que le dernier souci par rapport aux fabricants des objets connectés, il faut le dire, c'est la sécurité. Donc il faut là impliquer les juristes pour voir est-ce qu'il y a vraiment une conformité avec la conception des objets, soit qui sont maintenant présents, ou bien ceux qui vont venir dans les prochaines années. Donc les internautes aussi doivent être vigilants donc, dans la publication et la communication, parce que c'est eux quand même qui produisent les données. Donc une donnée, elle est produite par la personne elle-même. Pour la manipulation donc, des données, c'est-à-dire le transfert, l'échange en fait, de données, là c'est la responsabilité, en fait, c'est le rôle en fait, des responsables de la sécurité des systèmes d'information. Et c'est là où vraiment l'aspect, ou bien oui, dans une minute, donc là où la formation elle est intéressante, donc pour pouvoir en fait qualifier les responsables de systèmes d'information pour être au courant en fait de normes internationales de sécurité. Donc voilà pour le stockage. Donc toujours le cloud représente toujours un risque. Le cloud computing c'est un risque. Il y aura certainement une demande de serveurs de plus en plus. Mais avec l'ordinateur quantique, ça va révolutionner, si vous voulez, radicalement le stockage des données et il va représenter quand même un défi. Finalement, la destruction, là je rejoins mon collègue, qu'il fallait quand même détruire les données à un certain moment.
Mais comment pour le faire, il faut avoir des méthodes de classification pour distinguer ce qui est vital, ce qui est important, de ce qui n'est pas important, ce qui est sensible. Finalement, je termine par ces trois mots-là. La protection des données demande un investissement, donc il impose un investissement en équipement, formation, sensibilisation. L'arsenal juridique, certainement, de protection des données sera dépassé, donc il faut à chaque fois faire des amendements. Et certainement, l'enjeu politique qui est derrière, il faut quand même revenir aux révélations d'Edward Snowden sur le programme d'espionnage des États. Donc voilà, merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Sans transition, je cède la parole à M. Hichem Shiger, qui est DSI à Phone Group, qui est aussi notre trésorier à l'OSIM. C'est un manager à parcours très atypique. Je te laisserai raconter tout ça. Tu es passé par directeur qualité process, DRH, manager des opérations, BID. Et actuellement, tu prends en charge plusieurs projets, dont celui de la préparation de l'entreprise numérique. Donc, on te laisse la parole. Merci. Tu vas nous Parfait. expliquer un peu comment tu as fait? Oui, impeccable, merci beaucoup. On va Marhaba. peut-être se concentrer sur... Merci. Alors, je reprends ma casquette d'entreprise. Moi, je vais vous présenter un retour sur expérience par rapport à la mise en place de la RGPD, du GDPR en anglais, et parce que c'est quelque chose qui nous touche directement. On est quand même une société du BPO CRM et donc on travaille énormément avec les entreprises européennes. Donc du coup, on parle de citoyens européens et de données à caractère personnel de citoyens européens. Donc on était dans l'obligation de démarrer ce chantier et au moment où on a commencé à parler de ce règlement en Europe, on a commencé aussi à discuter, à avoir une réflexion en interne pour dire c'est quoi le GDPR, quelle est la différence par rapport à ce qui était déjà appliqué auparavant, comment on va pouvoir démarrer ce projet-là. Donc c'était une phase de découverte sur laquelle on était en train de voir comment on est appliqué, comment on sera appliqué, quelles sont les différentes activités touchées par ce règlement, parce qu'on a des entreprises pas seulement européennes, mais on a aussi d'autres nationalités. Et même si c'est des entreprises qui sont, on va dire, qui ne sont pas européennes, mais dans la mesure où ils utilisent des données de citoyens européens, donc c'était appliqué. Donc il y avait une cartographie à mettre en place au départ, mais la première des choses était de comprendre la GDPR, de pouvoir aussi savoir exactement quel est le gap qui existe entre ce que nous avons déjà mis en place et ce qui devrait être mis en place. Et ça a pris quand même un certain temps parce qu'on a démarré vers la discussion réelle dans l'entreprise vers juin 2017 pour comprendre, pour commencer à préparer le scope de notre point de vue et ensuite lancer réellement, on va dire, donc le projet qui a été aussi important parce que quand on parle de pénalité, donc forcément on implique aussi les top management parce qu'ils sont directement impliqués. Donc on a commencé en octobre réellement avec un accompagnement. On a fait un fit gap analysis qui nous a permis de faire une analyse globale de toutes les activités et de pouvoir dire quel est le plan d'action à mettre en place pour être en conformité avec la réglementation. Alors, et par la suite, donc, un plan d'action est sorti. On a commencé à décortiquer. Donc, première des choses à lancer, c'était la partie gouvernance. Vous avez cité Frédéric. Donc, les différentes étapes. Donc, nous, on a pris cette étape. Donc, la gouvernance, qui c'était en fait de traiter de la partie qui serait le DPO,
qui va commencer à travailler sur les différentes procédures, les différents process. Quel est le gap qui existe aujourd'hui? Quels sont aujourd'hui les contrats qui doivent être changés, modifiés, reprendre tous les contrats qui existent aujourd'hui avec tous les clients et commencer à voir quelles sont les choses qui sont à modifier. Donc un grand rôle de la direction juridique pour pouvoir faire ce travail-là. Deuxième chose, c'est la partie traitement. Tous les traitements qui existaient aujourd'hui chez nous, donc on était obligé de le cartographier, de mettre des fiches d'activité, de rentrer dans le détail de l'activité et de voir quelles sont les données qui sont impliquées à ce niveau-là et de pouvoir traiter traitement par traitement. Ensuite, en termes de protection, c'était aussi de voir quels sont les moyens que nous mettons en place pour pouvoir protéger la donnée personnelle. Et il y avait la protection, c'est essentiellement les outils, hein, comme on a discuté tout à l'heure. Et donc en termes d'outils aussi, c'était le moment aussi de parcourir tous les moyens techniques que nous avons mis en place ou que nous n'avons pas encore mis en place, parce qu'il y avait aussi des décisions à prendre sur un certain nombre de choses, à savoir, on parle de chiffrement des données. Chiffrer les données, c'est un gros sujet. Donc c'était de gros débats en interne, comment le faire, comment pouvoir intégrer ça, quel type de données il faut faire et sur quel périmètre. Ensuite, il y avait aussi, quand un client nous demande, notre client donneur d'ordre nous demande d'appliquer le droit à l'oubli, comment le faire? Parce que faire, c'est pas de l'effacement, c'est de la destruction de données. Comment aller dans la granularité au niveau de notre système d'information pour supprimer ces données, mais pas que, parce qu'il faut aller aussi au niveau de la sauvegarde et le retirer. Et donc là, c'est encore plus dur, parce que si votre outil ne vous permet pas de rentrer dans la granularité, c'est un peu difficile. Donc il fallait rentrer aussi dans ce genre de détails, non seulement sur le plan technique, mais d'accompagner ça par des procédures et des process pour pouvoir le mettre en place. Il y avait plusieurs sujets sur le plan technique. Je pense qu'on n'a pas le temps d'en discuter, mais on pourra peut-être en parler dans les questions-réponses. Mais le chantier des outils a pris en parallèle avec tout le reste toute la période de la mise en conformité. Après, il y a tout ce qui est gestion de violation. Donc ça aussi, c'est des traitements qui ont été faits, sur lesquels on était aussi en relation directe avec le client donneur d'ordre, parce qu'il y a un certain nombre de choses sur lesquelles le client qui le donne, parce que c'est lui qui est le premier responsable, et nous, on est un sous-traitant, donc on est aussi dans cette co-responsabilité, mais il y avait un certain nombre de choses sur lesquelles lui, il était responsable directement. Et après, donc, la gestion de projet, la partie projet aussi, elle est importante au niveau du GDPR, parce que le fait de lancer un projet, que ce soit technique ou autre, on était dans l'obligation de pouvoir intégrer l'analyse au départ du projet pour dire est-ce que le projet qu'on va lancer dans l'entreprise contient des données personnelles, et il faut faire cette analyse-là en amont avant de lancer le projet pour pouvoir prendre en considération tous les aspects de la réglementation. Alors, donc on a quand même atteint à la date butoir du 25 mai 90% de conformité. Donc après, quand on arrive à 85-86, le pourcentage d'évolution est plus dur, parce qu'on commence à rentrer dans la granularité, ça devient de plus en plus dur. Mais c'est déjà pas mal, parce que 90%, je pense que c'est un taux qui est quand même assez élevé. Et comme on se fait accompagner, enfin, ce n'est pas nous qui définissons le pourcentage, en fait, c'est notre consultant externe qui le définit. Et après, donc, on a fait quand même un premier audit pour définir c'est-à-dire ce taux-là et exactement l'applicabilité de ce qu'on a fait. Il y a un deuxième audit qui est prévu aussi avant la fin de l'année pour pouvoir aussi confirmer ce qui a été fait jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc, ça nous permettra aussi d'avoir des avis différents
et d'être sûr, parce qu'aujourd'hui, le GDPR, ce n'est pas quelque chose de précis. Il y a encore des textes qui sont à expliquer, à préciser. Et donc, en attendant de voir aussi de la réglementation, qu'on puisse aussi avoir des éléments plus précises, notamment au niveau de la CNIL, parce que ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'ils sont en train de sortir en fait des livrets pour chaque secteur d'activité pour pouvoir accompagner chaque secteur dans l'applicabilité du GDPR. Et après, donc aujourd'hui, donc on est sur du fine-tuning, donc fine-tuning et veille technologique aussi, parce que on attend aussi des offres à ce niveau-là qui vont pouvoir toucher, régler quelques problématiques sur la GDPR sans pour autant prendre des solutions qui sont généralistes et qui à la base étaient prévues pour autre chose. Alors très rapidement, donc, sur les risques et les opportunités, donc, en termes de risques, donc, c'est essentiellement les fuites de données à caractère personnel. Donc ça, les outils et toutes les procédures, process donc, sont là pour pouvoir éviter ça. La rupture du contrat avec notre client donneur d'ordre et aussi des sanctions lourdes qui sont prévues dans la GDPR. En termes d'opportunités, c'est une sensibilisation globale qui a été faite au niveau de l'entreprise et c'est pas mal parce que on a déjà on va dire un module de sensibilisation. Donc on rajoute aussi ce module de GDPR au sein de nos collaborateurs. Pour information, on est 6000 collaborateurs, donc c'est quand même une gestion pour le faire. Une vraie maîtrise des données à caractère personnel. Quand on met en place du GDPR, on maîtrise les données à caractère personnel au sein de l'entreprise. La confiance et la croissance du business, parce que quand on est à une conformité du GDPR, donc ça nous permet aussi d'avoir une confiance client et peut nous offrir ou nous donner plus de business. Un avantage concurrentiel, bien sûr, parce que on est quand même à un degré de conformité importante. Et le renforcement de la sécurité ici, ça pour les DSI, c'est une aubaine parce que ça permet d'ouvrir des budgets. Donc c'est une bonne chose pour les DSI. Et donc les facteurs clés de succès, donc c'est un engagement du top management. Donc s'il n'y a pas d'engagement top management, le GDPR ne sera pas géré avec une grande importance au sein de l'entreprise. La mobilisation et l'implication globale, mais vraiment de toutes les directions et de toutes les personnes qui sont concernées. L'expertise et l'accompagnement, parce que c'est quelque chose de nouveau, il y a certains éléments qui sont intégrés et sur lesquels il fallait prendre en considération et comprendre et interpréter correctement. La réflexion et le brainstorming pour pouvoir aussi agir sur l'existant versus ce qui est demandé. Et après, c'est de délivrer, d'avoir un plan d'action réel et concret pour pouvoir mettre en place tout ce qui a été prévu de faire. Et puis voilà, donc je cède la parole. Merci Hichem. Merci. Merci beaucoup. Tu nous as un peu rassurés sur toute la quantité de travail à faire. Alors, notre intervenant suivant, c'est M. Ali Sabri, Cyber Security Lead for North West and Central Africa. Bonjour. Où il s'active à aider les organisations à développer, à construire une plateforme intelligente et sécurisée. Donc vous avez plus de 24 ans d'expérience dans l'IT et dans la sécurité. Marhaba. Marhaba, merci. Bonjour à tous, Sawa al-Khair. Je vais essayer d'être rapide, je sais qu'on a dépassé le temps, mais je voudrais passer avec vous une dizaine de minutes pour qu'on touche un sujet très important. Aujourd'hui, on voit que les différentes boîtes font un investissement énorme pour être conformes à la GDPR, PCI DSS, mettre en place des procédures pour protéger les clients et leur entreprise. Mais malheureusement, quand on regarde de près, nous sommes dans une situation où les attaquants, où on voit chaque jour, chaque semaine, chaque mois, une attaque qui a réussi et qui a créé un impact énorme sur des organisations. Qu'est-ce qui se passe ?
Le dernier. Donc, on voudrait regarder de près pourquoi nous sommes dans cette situation-là. Pourquoi, chaque jour, on entend que on a vu dans une des présentations le WannaCry, l'attaque du WannaCry, ou l'attaque du DDoS. Donc, on voudra regarder de près pourquoi nous sommes dans cette situation et qu'est-ce que nous, en tant que Cisco, on va dans le marché et qu'est-ce qu'on vous conseille, je me mets à votre place, pour améliorer cette situation. 2 secondes, s'il vous plaît. C'est bon? Voilà, ça marche. Mais ça, c'est... Ah, je le connais. Excusez-nous pour cette... Voilà. Ok, donc aujourd'hui, en regardant la situation de près, nous sommes dans un champ de bataille, un vrai champ de bataille entre, d'un côté, les attaquants, et de l'autre côté, c'est nous, les clients. Nous tous, nous sommes du même côté, les défenseurs. Et quand on regarde, les attaquants, ils ont tout le temps, tous les moyens, toutes les ressources. Et il suffit qu'ils réussissent une seule fois à rentrer dans votre environnement pour réaliser leurs objectifs. Tandis que nous, les défenseurs, nous devions être justes chaque fois, les arrêter chaque fois. Et on a des ressources limitées. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Donc, pourquoi on est dans cette situation? Parce que quand on regarde le marché cybercriminel, les criminels, ils nous voient qu'il y a un potentiel chez nous de 6 trillions de dollars. Et pour donner un contexte à ce chiffre-là, Gartner a estimé le marché officiel de l'informatique de 3,7 milliards de dollars. Donc, notre part, notre côté, c'est presque 2 fois le marché adressable par les différentes boîtes. Et le problème, que ces 6 trillions de dollars manifestent chaque jour sous forme de ransomware, DDoS. Il y a plusieurs formes d'attaques que nos clients rencontrent chaque jour. Et malheureusement, on n'arrive pas à les arrêter. Donc nous, on a fait une analyse approfondie sur les raisons pour lesquelles on ne réussit pas. Et j'ai présenté ça d'une façon très simple. Il y a 3 raisons. Les 3 raisons, premièrement, c'est le manque de compétences. Et ça, c'est une tendance globale. Aujourd'hui, l'année dernière, il y avait 2 millions de jobs sécurité où on n'a pas pu trouver les bons candidats. 2 millions de jobs. Ce n'est pas quelque chose régional ou lié au Maroc, mais c'est une tendance globale. Deuxième point, flooded product. Un client aujourd'hui qui essaye d'investir pour être conforme, il essaye de résoudre des problèmes et fermer des trous dans son architecture. Et le client moyen, il a à peu près entre 30 et 50 différents produits. Et là, ça nous amène à ce qu'on appelle le buffet. Comment peut-on jouer, ça c'est le landscape de la sécurité, comment peut-on aujourd'hui, avec la manque de compétences, gérer les différents produits? C'est presque impossible. C'est presque impossible. L'intention est très bonne là, parce que quand on fait l'investissement, on va clairement on essaie d'augmenter la capacité de se défendre. Mais malheureusement, il y a certains plafonds là. Là, il y a un plafond. Et on ne réalise pas qu'en faisant cet investissement-là, on augmente la complexité. Et entre la capacité qui est limitée et la complexité, il y a un écart. Cet écart-là. Et cet écart-là, c'est la porte
ouverte qui s'ouvre aux attaquants pour réaliser leur objectif. C'est ça le problème aujourd'hui. Donc, et les résultats aujourd'hui, quand on regarde de près ce qui se passe, on a 44% des alarmes qui sont pas regardées par les différentes organisations. Et ça représente un risque de conformité. Il y a aussi 49% des alarmes légitimes qui représentent un grand risque sur votre organisation qui sont laissées tomber par terre. Personne ne les regarde. Donc ça, c'est deuxième raison. Troisième raison, la complexité des attaques. On n'est plus devant des virus ou des malwares simples. C'est ce qu'on appelle les APT, Advanced Persistent Threat. Le gars qui planifie son attaque, il a plusieurs étapes, plusieurs fonctionnalités dans la tête, plusieurs objectifs. L'attaque change de forme, change d'objectif pour qu'il arrive à réaliser ce qu'il veut réaliser. Je vais partager avec vous une vidéo très rapide là, pour montrer cette complexité-là. J'aurais besoin de votre aide là. C'est pas le même. Voilà. Ok. Voilà. 2 minutes la vidéo. Voilà. The race is on to get a fully self-driving car to market. Autonomous car company Opticon promises a Cars that drive themselves. The race. The race is on to get a fully self-driving car to market. Autonomous car company Opticon promises a Cars that drive themselves. Opticon's new cars. Joining conference now. Destroyed data and deleted the backups. We can recover most of it, but some of the research may be gone for good. According to the forensics, they may have had access to the blueprints. The FBI arrested a San Francisco man in connection with last month's Opticon. Hey, Brian, can I get you anything? Coffee or soda or something? Before we start? So, walk me through it, step by step. Well, I took over the website to a bowling alley. Brian, this is not a joke. Okay, look. They have this research facility down the peninsula, and they're working on optical tracking cameras for driverless cars. So, just searching through social media, I get the names of a whole bunch of engineers who are working there. And as I'm looking them up, I come across this bowling league where a bunch of tech companies play every Wednesday. And this is an old school bowling alley with this really ancient website. And it has all the league info, company names, player names. Okay, so you hacked into a bowling alley website. Yeah. All right, explain how that works. It's called an iframe injection attack. It's this old exploit that hits anyone that visits the website. So a week later, this guy from Opticon suddenly has my malware on his laptop. I couldn't believe it worked. It was like a joke. What does that get you? Well, the next day he goes to work and he opens his laptop and he connects to the network. And that's it. I'm in. Yeah, but that still doesn't get you inside. I mean, they discovered it. They wiped the laptop, scanned the network. They didn't scan the whole network. The thermostat's part of the network. It's inside the firewall. It's connected to Opticon's entire network.
You can get the whole standard configuration and password online in 30 seconds. I got it off the manufacturer's website. So they scanned most of the network. They didn't scan the thermostat. Then what? Then I just went exploring. It was a totally flat network, no subnets or anything. I could see everything, HR files, legal documents, R&D. When I found the blueprints, I realized I could make some money off these files. What happened after you sent the files? Oh, then I burned everything down. I wiped everything I could find, encrypted drives and deleted backups. Is the network down? Can you change something with the database? The servers look corrupt. We're going to have to do a full restore from the backup. No, the backups are encrypted. This is deliberate. This is a major breach. Malware. We gotta call the FBI. I was just scared. I was trying to cover my tracks. And somebody paid you how much exactly? 75 bitcoins. Nice. Not enough to retire on, but still. All right, Brian Page. Are you sure you don't know who paid you? European automaker Q-Car has beaten Opticon to market with their QX sedan, the world's first self-driving car. Opticon shares tumbled 11%. Un scénario classique, hein, classique qui arrive chaque jour, réel, et ça va continuer à arriver. Donc, maintenant la question, comment nous, on peut changer le jeu? Comment on peut changer le champ de bataille? Et là, le point de départ, c'est de poser la bonne question. Comment on peut augmenter notre capacité de se défendre? Et la bonne question aujourd'hui, est-ce qu'on a la bonne posture? Ce n'est pas si on est sécurisé ou pas, parce qu'on sait très bien qu'il n'y a pas une réponse à cette question, mais avoir la bonne posture sur place. Et le point ici pour mesurer la bonne posture, c'est le temps de détection et le temps de répondre aux attaques. Et ça, c'est très important. Comment une organisation peut aujourd'hui raccourcir le temps à détecter un malware et répondre et contrôler l'attaque et le scoper. Parce que ça fait bien sûr une partie essentielle de la conformité, de comprendre le scope et l'impact sur votre data et reporter ça d'une façon très précise. Parce qu'il y a des implications juridiques. Donc là, on va parler de comment on peut construire l'architecture rapidement qui va vous aider à réaliser ces objectifs-là. Donc le concept, c'est d'offrir des points de protection partout, à partir de points d'entrée de l'organisation, passant pour le réseau jusqu'à les serveurs et les endpoints où il y a les données des utilisateurs. Mais l'idée, c'est d'avoir une sorte d'intelligence qui communique avec les différents composants. Et le moment où on va réaliser qu'il y a une attaque, on va notifier les différents composants que, attention, à ce point-là, il y a quelque chose qui se passe dans votre environnement. Sur le top, il y a les systèmes de gestion. Et ça, c'est des systèmes indispensables que vous mettez en place pour avoir la visibilité et le contrôle de tout ce qui se passe dans votre environnement. Et bien sûr, l'ouverture vers d'autres plateformes pour avoir plus d'intelligence, plus de visibilité et plus de contrôle. Un dernier point avant de conclure, je voudrais mettre l'accent sur l'importance d'avoir l'intelligence. Et l'intelligence, aujourd'hui, on la représente, c'est une grande base de données, immense, et cette base de données-là, elle communique avec votre architecture pour dire que, voilà, à ce point-là, vous avez un problème avec votre périmètre, votre donnée, votre endpoint, et qu'on prenne une décision d'arrêter les attaques. Mais quand on parle de visibilité, on doit avoir deux types de visibilité. Ça, c'est très important. Une visibilité globale sur tout ce qui se passe dans le monde entier et une visibilité locale. Et faire la corrélation entre ce qui se passe dans le monde entier et ce qui se passe dans votre environnement. Et ça va améliorer votre posture. Et nous, on fait ça très bien à travers notre intelligence Talos, qui voit 35% du trafic email, 3% du trafic Internet, et on a des chercheurs qui groupent de la télémétrie de différents produits
on fait d'intelligence artificielle pour vous donner la visibilité globale. Ça veut dire aujourd'hui, s'il y a des attaques qui se passent en Chine, en Singapour, n'importe dans quel pays du monde, immédiatement on met à jour notre intelligence et on vous notifie. Juste pour conclure là, parce qu'on n'a pas le temps, conformité, comment on peut aider? La majorité d'investissements dans la conformité, c'est dans la protection. Nous, on a la règle de 95-5. Cette règle-là, non, on applique chez nous, si Cisco, cette règle, simplement 95% des technologies traditionnelles arrêtent les attaques traditionnelles. Les 5%, ce sont des solutions ou des idées créatives avec de l'intelligence artificielle, avec du machine learning, pour arrêter les 5% qui restent, qui représentent le grand risque. Ce n'est pas uniquement la prévention, on doit aussi avoir des outils de visibilité complète, pour qu'on arrive à scoper les attaques et le détecter, et mettre en place des processus et des outils pour contrôler et contenir l'attaque immédiatement et ensuite, bien sûr, le reporter. Merci. Merci beaucoup, monsieur Sarr. Je sais qu'on vous a un petit peu stressé. Stressé un peu par le temps. Je pense qu'on pourra vous retrouver au stand pour plus d'explications sur l'outil. Et merci beaucoup pour votre intervention. J'invite les intervenants à rejoindre l'estrade. Comme ça, on fait une petite séance de questions-réponses si vous en avez. Alors, bonjour. Donc, je vous rappelle qu'on a fait un petit peu le tour de la question. Nous avons présenté la loi RGPD avec M. Frédéric Forster, qui a un petit peu parlé de l'impact majeur que ça a suscité en Europe et je pense partout ailleurs dans le monde. On a compris que c'était une loi qui était applicable partout à partir du moment où on a un ressortissant européen qui est dans notre base. Nous avons compris aussi qu'il y avait un certain nombre d'étapes pour se conformer et qu'il y a un autre set de lois, notamment la Cloud Act. Donc nous avons déroulé tout ça avec M. Forster. Ensuite, avec M. Azzouzi, nous a parlé des défis politiques, de l'hégémonie des GAFA sur les données et sur le web. Et il a posé des questions très intéressantes. Monsieur Bentaleb, à son tour, nous a présenté les défis juridiques par rapport à la collecte des données par l'intelligence artificielle et notamment l'IoT, avec une méthodologie, une démarche pour pouvoir y arriver. Principalement beaucoup de défis en fait et beaucoup de questions encore. Avec Monsieur Shiger, nous avons fait une description du retour d'expérience sur ce qui a été fait au niveau de Phone Group, qui sont aujourd'hui complètement conformes. Et nous avons fini avec Monsieur Ali qui a à son tour présenté la partie technologique, technique, qui peut permettre d'un côté en fait d'être dans la compliance, parce que d'un côté ça permet d'arrêter, de scoper comme vous avez dit, d'arrêter les attaques, de protéger les données, mais aussi de tracer et de constituer les éléments de preuve pour un recours juridique éventuel. Voilà, j'ai fait le tour, donc n'hésitez pas. Marhaba bikoum. Bonjour, c'est M. Sbaï de Maroc Data Center. En fait, j'ai deux questions. Une première question, en fait, je dirais, d'ordre général. Lorsque chacun de nous ouvre son PC, il est invité à mettre à jour son logiciel, Windows, Java et tout autre. Ce qui fait que c'est un livre ouvert. Donc, on se dit on peut sûrement accéder à notre PC, à nos informations, à y accéder dedans. Est-ce qu'il y a une éthique? Est-ce que ces gens, ces GAFA, n'accèdent pas à nos données et les prennent? Et là, on n'est même pas dans du RGPD, on est dans un acte illicite. Ça, je veux dire, est-ce que c'est normal? Comment se protéger? Ça, c'est une première question. J'ai une deuxième question pour... Khalid, c'est une question, vous avez parlé un petit peu que le cloud n'était pas sécurisé.
Puis d'un autre côté, vous avez dit qu'en fait, qu'il fallait investir pour pouvoir avoir les outils de sécurité. Lorsqu'on prend une entreprise avec une solution on-premise, elle va investir dans des outils de sécurité, mais ces outils de sécurité coûtent trop cher pour elle, alors que dans le cloud, le provider ou le service provider, il achète ces outils de sécurité et il les mutualise pour tous ces gens-là. Donc, merci. Qui prend la réponse? Non, c'est on. La partie, la mise à jour des logiciels. C'est on, allez-y. Ouais. La mise à jour des logiciels, il y a les avantages et en fait les avantages parce que d'habitude, quand il y a une mise à jour qui est demandée pour un logiciel, que ce soit un logiciel, n'importe quel logiciel, probablement il y a des nouvelles features qui vont être ajoutées sur le logiciel, mais plus important qu'on est en train d'adresser une vulnérabilité. Donc si vous lisez les termes et les conditions de cette mise à jour, ça veut dire qu'il y a une vulnérabilité. Donc parfois, la majorité du temps, c'est indispensable de mettre à jour votre logiciel. Et c'est comme ça que le fameux attack WannaCry a pu se produire, parce qu'il y avait une vulnérabilité qui a été annoncée, mais les utilisateurs, ils n'ont pas mis à jour leur logiciel. Et apparemment, ils ont exploité, il y a des hackers qui ont exploité le logiciel vulnérable et ils ont réussi à réaliser leur attaque. Donc l'idée, c'est de trouver un mécanisme pour renforcer les utilisateurs à mettre leur logiciel, leur endpoint à jour. Et cette procédure doit être protégée. Ça veut dire qu'on doit vérifier le source de cette notification et cette mise à jour. C'est ça, en principe, ce qu'on doit mettre en place. J'ajouterais juste, vous savez, il y a toujours le remède qui va tuer le malade, hein, comme on dit. C'est des patch management, effectivement. C'est pourquoi aujourd'hui, on parle d'un processus d'homologation et d'un point de vue de meilleure pratique. Quand il s'agit d'une vulnérabilité critique, on a le temps justement qui peut aller d'un point de vue meilleure pratique jusqu'à quelques semaines pour pouvoir effectivement homologuer ce passage en production d'un patch qui peut perturber l'équation. Donc c'est important aussi d'avoir Quand on est une entreprise, on parle de serveurs, etc. On a des environnements de test, environnements de pré-prod, etc. Donc ça, c'est quelque chose de jouable. Et je pense que votre question s'adressait plus dans une perspective d'un particulier qui a un poste de travail, si j'ai bien compris. Hein. Voilà, et donc une machine qui est connectée à Internet avec peu de moyens de sécurité, etc. Aujourd'hui, vous savez, le malheur de la sécurité, c'est quoi? D'ailleurs, je me pose toujours la question, pourquoi moi, quand j'achète un ordinateur, je dois acheter un antivirus, je dois acheter, etc. Quand j'achète une voiture, j'ai toujours la ceinture au volant, j'ai des airbags, et c'est quelque chose qui est intégré. Et le processus de développement technologique, malheureusement, il n'a pas suivi ça. Donc, le but au début, c'était la connectivité. Il faut que ça marche, il faut que ça fonctionne. Donc, la sécurité est venue un peu plus tard. Et c'est pourquoi nous, d'ailleurs, on dit que la sécurité, il ne faut pas que ce soit une option. Il faut que ce soit, pourquoi pas, moi, quand j'achète un ordinateur, tout ça vient avec. Au même titre, quand j'achète une voiture, j'ai tout ce qui vient avec. Mais par rapport à votre question, par rapport aux données que vous avez en tant que personne, etc., c'est vrai, aujourd'hui, on n'en sait pas grand-chose. Il y a les cookies, même la navigation sur Internet, etc. Vous savez, moi, il y a quelques mois, déjà un peu plus d'un an, j'avais une nouvelle licence. Je commençais à acheter des choses sur Internet, sur Amazon. Et vous savez, ils ont suivi avec moi tout le parcours. Ils savent que j'avais eu un garçon. 10 mois plus tard, ils vont me proposer des choses. 2 ans plus tard, ils vont me proposer je ne sais pas quoi. Et donc voilà, et c'est comme ça. Le big data, c'est aussi les données qu'on laisse quand on navigue sur Internet, etc., qui sont exploitées par les GAFA. Je donne juste un exemple. On utilise tous Google. Des fois, vous envoyez un email à travers le Gmail et vous oubliez, enfin, il y a une pièce jointe et vous oubliez de mettre la pièce jointe. Et Google, la réaction, tout de suite, il veut dire, dans votre mail, vous parlez d'une pièce jointe alors que vous avez oublié de la mettre. Ça veut dire, il lit le contenu. Tout ce que vous avez dedans, voilà, il le sait. Bon, c'est pourquoi moi je parlais tout à l'heure, les GAFA, il y a un réel projet derrière
politique, peut-être hégémonique, etc. Bon, là, ça, c'est un autre débat. Donc, par rapport à votre question, concernant la sécurité, ça demande quand même un investissement, ça c'est certain, parce que certainement la sécurité, ça demande un équipement, il faut un déploiement d'équipements, également des formations qui vont être mises en place, et aussi la qualification en fait, des responsables de la sécurité. Donc c'est un investissement. Donc on ne peut pas parler de la sécurité sans faire un investissement, que ce soit matériel, que ce soit aussi humain. Donc ça, c'est ce que je voulais dire par le fait que la sécurité elle a un coût vraiment économique et considérable. Par rapport à la sécurité en fait, du cloud, donc je précise que je n'ai pas dit que le cloud n'est pas sécurisé, mais il présente un risque de sécurité. Un risque, et là, je me réfère quand même à des clouds qui sont disons, logés dans les mers internationales. Et là, c'est mon collègue en fait, du cabinet Ben Sesson, il peut me rectifier. Lorsqu'il s'agit des données qui sont logées dans un serveur qui est dans la mer internationale. Donc à ce moment-là, donc, vraiment, il y a un risque que ce soit certainement juridique pour la poursuite et pour le suivi en fait, de ces données-là qui sont dans la mer internationale. Peut-être que vous avez une réponse là-dessus. C'est justement ce contre quoi le règlement essaye de se battre. C'est de couper le lien entre une localisation géographique technique et la localisation géographique des personnes. C'est bien pour éviter ce genre de choses et pour éviter que l'on puisse sortir par ce genre d'artifice de la protection du règlement que l'article 3 prévoit son applicabilité dès lors que les données concernent des individus, peu importe qu'ils soient ressortissants de l'Union européenne ou pas. Ce n'est pas une question de nationalité, c'est une question de...